théorie keynésienne du chômage. Là, on est sur d'abord une vision très largement macroéconomique du phénomène, alors que dans l'analyse néoclassique, les phénomènes microéconomiques sont quand même privilégiés. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça, le chômage est lié à une demande insuffisante. Ce n'est pas l'offre, c'est la demande, cette fois-ci, qui est insuffisante. Premier enseignement des keynésiens, le salaire ne détermine pas le niveau de l'emploi. Je vous rappelle tout à l'heure que dans l'analyse néoclassique, il y a chômage parce que le salaire est trop élevé. Donc finalement, dans l'analyse néoclassique, on peut bien dire que c'est le niveau des salaires qui explique le niveau de l'emploi. Chez Keynes, pas du tout, et on va voir que c'est même le contraire. Au contraire, la baisse des salaires peut déprimer l'emploi. Alors, ça fonctionne comment? Si je baisse les salaires des salariés, évidemment, je diminue mécaniquement le revenu disponible pour la consommation. Si je diminue le revenu disponible pour la consommation, je diminue la consommation. Si je diminue la consommation, je diminue l'emploi directement dans les industries de biens de consommation. Et même, je vais faire arrêter tout investissement dans ces industries, et donc je vais arrêter l'emploi dans les industries de biens de production. Donc, la baisse du salaire est totalement contre-productive, puisqu'elle aboutit finalement à une baisse de la demande finale adressée aux entreprises, à une baisse de l'activité, à une baisse de la production, à une baisse de l'emploi. C'est pour cela que, chez Keynes, le salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi, bien au contraire. C'est donc le niveau de la demande effective qui est le déterminant de l'emploi dans la théorie keynésienne. Alors, la demande effective, c'est quoi? Eh bien, c'est la demande solvable qui est adressée aux entreprises. Solvable, c'est-à-dire il y a un pouvoir d'achat derrière. Une demande qui va être crédible économiquement. Alors, simplement, le programme de production, il s'établit, évidemment, avant que la demande ne se soit exprimée. Autrement dit, il faut que la demande soit anticipée par les entrepreneurs pour qu'une production soit réalisée. Aujourd'hui, je prévois qu'en janvier 2012, je prévois que la vente de mon produit va augmenter de 10%. C'est parce que je fais cette prévision-là aujourd'hui que je vais investir, peut-être, ou pour janvier, ou plus sûrement que je vais commencer à augmenter mon rythme de production pour pouvoir atteindre ces objectifs prévisionnels. Si les entrepreneurs sont pessimistes, ils vont avoir tendance à faire des prévisions compatibles avec leur pessimisme, c'est-à-dire des prévisions à la baisse. Et donc, s'ils prévoient un niveau de production inférieur sur la période suivante, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non seulement ils ne vont plus investir, mais ils ne vont plus embaucher, mais ils vont aussi licencier. D'accord? Donc, c'est bien cette idée de demande effective couplée au rôle fondamental des entrepreneurs dans la prévision économique qui explique le niveau de l'emploi et surtout le niveau du chômage dans la théorie keynésienne. C'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, c'est intéressant puisque ça introduit, si vous voulez, un déterminant psychosociologique dans cette analyse du chômage. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une catégorie qu'on appelle les entrepreneurs perdent confiance dans l'avenir? C'est des choses extrêmement intéressantes que l'on suit d'ailleurs avec de plus en plus d'intérêt. Il y a des baromètres de morale des chefs d'entreprise, comme il y a un baromètre du moral des consommateurs, des ménages, qui est établi mensuellement, et ça fait partie aujourd'hui des chiffres économiques les plus suivis. Parce qu'on sait derrière que quand les Français, par exemple j'ai entendu aujourd'hui que les Français
n'avait jamais eu aussi mauvais moral quant à l'avenir économique qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'économiste en herbe doit en déduire? Il doit en déduire que les Français, dans les prochains mois, passer les vacances de Noël, si cette tendance perdure, n'achèteront plus de biens durables, c'est-à-dire pas d'automobile, pas d'équipement de la maison, pas d'électroménager, et que très probablement, ils vont commencer à se serrer la ceinture sur tout ce qui est équipement à la personne. Bref, tout ce qui n'est pas indispensable. Voilà ce que ça signifie. Et donc, par cette opinion négative, eh bien, on est en train de créer une situation, de facto, la situation correspondra à ce que les gens avaient prévu. Puisque tout le monde prévoit qu'il va y avoir une aggravation de la situation économique. Donc, on anticipe des comportements économiques qui vont faire que cette situation va effectivement se réaliser. De la même manière, pour les chefs d'entreprise, un chef d'entreprise qui n'a pas confiance dans l'avenir, il arrête tout projet d'investissement, tout projet d'embauche, et il va travailler ses coûts pour continuer à gagner de l'argent à périmètre d'affaires plus petit. Et ce faisant, il entraîne des comportements récessifs sur l'ensemble de l'économie, parce qu'il n'est pas tout seul à faire ça. Ce sont des opinions dominantes à un moment donné, et c'est l'ensemble des chefs d'entreprise, pas tous évidemment, mais une majorité de chefs d'entreprise qui va se comporter de la même manière. Donc là, on voit bien, c'est le grand mérite de Keynes, on voit, de réintroduire la psychologie, si vous voulez, la psychosociologie, parce que ça se passe dans la tête des individus, mais ce sont des réflexes collectifs presque, donc psychosociologie, qui sont de plus en plus explicatifs des évolutions économiques. Donc voilà pour l'essentiel de la compréhension du phénomène du chômage chez Keynes et sa liaison avec la demande insuffisante. Le chômage est alors une conséquence de l'équilibre de sous-emploi. Alors c'est un concept très important chez Keynes, que ce concept d'équilibre de sous-emploi. Alors il y a équilibre, pourquoi ? Sur le marché des biens, les entrepreneurs n'auront produit que ce qui va se vendre, donc il y a équilibre sur le marché des biens, sauf que à ce niveau d'équilibre, tous les salariés ne sont pas utilisés. Donc c'est un équilibre de sous-emploi. Équilibre sur le marché des biens, déséquilibre sur le marché du travail. C'est-à-dire l'insuffisance de la demande qui réduit la production et l'emploi, donc déséquilibre du marché du travail, alors qu'il y a équilibre sur le marché des biens et des services, équilibre à un niveau plus faible. C'est exactement ce que je viens de vous dire, mais formulé d'une autre manière. Donc, on le voit, des analyses très différentes. Les solutions keynésiennes vont à l'encontre des solutions libérales. Donc, il s'agit de ne pas se tromper dans l'analyse du chômage. Est-ce qu'on reçoit l'analyse libérale dans les causes du chômage ou est-ce qu'on reçoit l'analyse keynésienne ? Si on se trompe, on va prendre une mesure totalement inefficace. Et je vous ai dit, ce qui complique les choses, c'est que dans l'économie, chômage keynésien et chômage libéral, classique, cohabitent. Ce qui veut dire qu'il faudrait mener deux types de politiques de lutte contre le chômage avec des mesures radicalement différentes, ce qui est très très difficile.